Donc on va faire le dossier numéro 4, qui est un dossier également pour une personne âgée qui a chuté à domicile. Donc encore une fois, les chutes, c'est un des principaux signes d'appel de la personne âgée. Les dossiers que vous aurez à l'internat seront probablement soit des chutes, soit des démences. Donc il faut bien connaître ça. Là, elle a passé 3 jours au sol, donc elle est à très haut risque de tout ce qui est complications liées au décubitus, c'est-à-dire infection, thromboembolique, rhabdomyolyse, etc. Donc détailler l'examen clinique initialement. Donc là, on va faire un interrogatoire qui va être standardisé avec les antécédents médicaux, chirurgicaux, les traitements, les allergies, les signes fonctionnels qu'elle a. Et on va essayer de cibler l'interrogatoire et l'examen physique sur les différents symptômes qu'elle a. Ici, très clairement, elle est confuse. Donc on va rechercher, comme tout à l'heure pour la confusion, une prise de toxique, une intoxication au monoxyde de carbone, des signes neurologiques. On va chercher un globe vésical, un fécalome, des points douloureux. On va rechercher également des troubles de glycémiques. On va chercher une hypoglycémie. Et on va chercher un point d'appel vers un hématome sous-dural, donc une plaie du scalp ou des choses comme ça. Ensuite, on a également de la fièvre chez cette patiente. Donc, on va chercher une porte d'entrée infectieuse. On va faire une bandette urinaire pour éliminer l'infection urinaire. On va ausculter les poumons pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection pulmonaire. On va vérifier qu'il n'y a pas de raideur de nuque ou de syndrome méningé qui oriente vers une méningite, etc. On recherchera également au niveau cutané, voir s'il n'y a pas d'infection, un érésipèle ou autre chose. Pour les complications de la chute, donc on va palper l'ensemble des segments orthopédiques, notamment donc les sites fracturaires ostéoporotiques, encore une fois le poignet, la hanche et le dos, le rachis dorsal, afin de vérifier qu'il n'y a pas de fracture ostéoporotique. On va également faire un examen neurologique complet comme tout à l'heure, pour vérifier qu'il n'y a pas d'atteinte d'hématome sous-dural ou de troubles neurologiques en faveur avec des pétéchies ou d'autres choses comme ça. Et enfin, on va chercher les autres complications de la chute, rechercher une embolie pulmonaire, donc on va palper les molaires à la recherche d'une phlébite, un membre chaud, augmenté de volume, douloureux. On va chercher une embolie pulmonaire en prenant les constantes, une tachycardie, une désaturation, sur le CG des signes de cœur droit. On va rechercher une rhabdomyolyse également, donc on va chercher des points de compression. Les points de compression, ça indique juste que la personne ne s'est pas mobilisée depuis longtemps, et donc qu'elle a des points où la peau commence à se décoller un petit peu, commence à être nécrotique, qui indique qu'il y a probablement une rhabdomyolyse en dessous, une perte de muscle et une libération des enzymes musculaires. Donc c'est important à voir. Et on va voir s'il n'y a pas non plus d'escarre. On évaluera également les signes de gravité globaux, ça sera au tout début, avec les constantes. On recherche une oligoanurie, une hypotension artérielle, une tachycardie, qui oriente vers un choc, ou en tout cas une mauvaise tolérance de la chute. Passer 3 jours au sol, c'est quand même très grave, donc c'est important de faire attention à ça. À distance, on fera également un bilan de chute, qu'on a déjà vu dans le dossier numéro 1, avec notamment recherche de facteurs de risque, d'antécédents de chute, etc. Donc là encore, l'examen clinique, on l'a volontairement mis plus petit par rapport au dossier 1, où on avait vraiment hypertrophié la partie confusion. Là, on essaie de prendre chaque symptôme et de trouver les mots-clés les plus importants qui sont rapportés à chaque symptôme. Pour la question numéro 2, c'est quelle est la principale complication à craindre si la patiente était anurique et comment faire le diagnostic et le traitement. Donc là, la principale complication, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, c'est la rhabdomyolyse. Elle a passé 3 jours au sol, elle a probablement des points de compression avec une libération des enzymes musculaires. Donc elle a une insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire aiguë. Tout ce qui est petit, c'est les CPK qui se sont engouffrés dans les tubules rénaux et qui ont provoqué une obstruction de ces tubules rénaux. Pour faire le diagnostic, on va doser les CPK dans le sang, qui vont être élevés, très élevés souvent dans une rhabdomyolyse. On va doser dans les urines la myoglobinurie, qui va être également élevée. La myoglobinurie, c'est un produit de dégradation du muscle qui, lui, passe dans les urines. Donc il va être visible. On va également chercher un diagnostic différentiel pour l'insuffisance rénale aiguë. Donc on va faire un ionogramme urinaire qui va retrouver un profil plutôt de type organique, c'est-à-dire un rapport Na sur K qui va être supérieur à 1, et un rapport urée U sur P et créate U sur P qui va être diminué, donc en faveur d'un profil organique. On va faire également un ionogramme sanguin afin de rechercher une hyperkaliémie et une acidose métabolique en raison de la libération de potassium et d'ion H+ par les muscles.
Donc j'avais rajouté également l'échographie rénale, systématique dans toute insuffisance rénale aiguë, afin de vérifier l'absence d'obstacles sur les voies urinaires, une BU, afin d'éliminer toute protéinurie ou hématurie, qui orienterait vers une insuffisance rénale préexistante. Et j'avais mis également la calcémie, puisque vous savez, on a une libération du phosphate dans une rhabdomyolyse, avec une chélation des ions calcium, et ainsi une hypocalcémie, qui peut être sévère. Le traitement, ça va être une urgence thérapeutique absolue. Donc il faudra traiter l'ensemble des autres symptômes qu'elle a. Et là, on va se centrer essentiellement sur le traitement de la rhabdomyolyse. Le traitement est facile, mais en même temps, il est assez compliqué. Il faut hydrater la patiente, à la fois avec du sérum film, mais également des bicarbonates. Il va falloir corriger les troubles hydroélectrolytiques, notamment l'hyperkaliémie. En cas d'hyperkaliémie menaçante, on met du gluconate de calcium, ça vous le savez, en cas de signe ECG en faveur d'une hyperkaliémie menaçante. Et sinon, on peut mettre de l'insuline glucose, c'est assez efficace. En cas d'impossibilité à traiter l'ensemble des symptômes, ou en cas d'aggravation de l'hyperkaliémie notamment, on passera à l'hémodialyse ou l'hémofiltration afin de faire une exploration extra-rénale et d'éliminer le potassium, de réguler l'équilibre du pH et de réguler également l'équilibre phosphocalcique. Donc on surveillera évidemment le patient aussi, on mettra tout ce qui est mis en condition, il faudra également le mettre aussi, et dans une réponse standard, il faudrait également traiter la confusion, traiter les plaies associées, traiter une éventuelle infection associée, etc. Là, on a vraiment mis l'accent sur le traitement de la rhabdomyolyse. Dans la question 3, on a une photographie de la fesse de Madame T. On nous demande le diagnostic, comment faire pour éviter cela et comment traiter. Donc là, très clairement, c'est une escarre, donc ça va être le mot-clé, qui est une perte de substance cutanée. Là, c'est une escarre de type 2, puisqu'on a une flictène. Le type 0, il n'y a pas d'escarre. Le type 1, on a uniquement un érythème. Le type 2, on a les flictènes. Et après, type 3 et 4, c'est perte de substance, voire nécrose extensive, avec atteinte des tissus sous-cutanés et des fascias profonds. Donc là, c'est une flictène. Les mesures à prendre pour éviter la survenue des escarres. En fait, c'est essentiellement des mesures préventives qui vont être mises en œuvre après avoir évalué le risque d'escarre. En fait, dans tous les services aujourd'hui, il faut que les infirmières évaluent le risque d'escarre, enfin les médecins aussi, ce n'est pas forcément l'infirmière, mais c'est l'infirmière qui le fait souvent, avec notamment l'échelle de Norton, ou le score de Norton, qui montre les facteurs de risque d'escarre et qui évalue le risque d'escarre. Et ensuite, en fonction du risque, on prendra des mesures, comme l'utilisation de supports adaptés, des matelas gonflables, des matelas à eau, pour éviter d'avoir des points d'appui, un changement de position du patient très régulièrement, toutes les 3-4 heures, en évitant le décubitus dorsal, afin de limiter les escarres sacrées qui sont les plus compliquées à traiter. On peut également surélever les jambes pour éviter que les talons frottent par terre, et il faut favoriser également la mise au fauteuil et le changement de position, si possible la mise debout, la kiné, etc. Il faut éviter la macération, donc éviter que les patients, par exemple incontinents, soient mouillés trop longtemps, donc changer la couche régulièrement, éviter qu'il y ait de la transpiration excessive. Il faut favoriser une bonne nutrition, puisque la dénutrition c'est un facteur de risque d'escarre, de troubles trophiques en général. Il va falloir également éviter tout ce qui est massage et friction des zones à risque. C'est ce qui était dit avant, mais aujourd'hui c'est vraiment contre-indiqué. Ça favorise le shear stress, c'est-à-dire les contraintes de cisaillement de la peau, et ça augmente le risque d'escarre. On va également informer le patient et l'entourage, qui vont être des acteurs eux-mêmes de l'éviction des escarres. Le traitement curatif, donc ça va être le traitement de toute plaie, c'est-à-dire, devant toute plaie dans un organisme, il faut penser à nettoyer avec désinfecter, antiseptique. Il faut faire une détertion de la zone pour favoriser un bourgeonnement et enfin une réépidermisation. Ça, c'est les 3 éléments clés, détertion, bourgeonnement, réépidermisation. Et après, vous pouvez mettre des traitements particuliers, des crèmes, d'autres choses comme ça. Il y a un truc qui marche pas mal, c'est les pansements hydrocolloïdes, qui marchent sur tous les types d'escarres. Donc vous pouvez mettre ça, vous êtes sûr que vous avez bon pour le traitement. Il faudra prendre en charge tous les facteurs favorisant les escarres, donc renutrir, mettre en place les mesures de prévention justement. Il faudra éviter toute infection de cette escarre,
Mais par contre, il ne faudra pas prélever systématiquement des écouvillons sur les escarres, puisqu'elles vont être probablement colonisées à plusieurs germes qu'il ne faudra pas traiter. Et enfin, les mots-clés qui valent 0 ici en cas d'oubli, c'est le traitement de la douleur. Une escarre, ça fait très mal. Et surtout, la vaccination antitétanique. Devant toute abrasion cutanée, devant toute atteinte de la peau, il faut penser au Sadvat. Donc les escarres, on a une conférence de consensus qui est un peu plus vieille, qui date de 2001, mais qui reprend bien tout ce qui est prise en charge, prévention et stadification des escarres. Donc il y a bien à relire également. Dans la question 4, c'est une autre complication des cubitus. Donc là, vous aviez uniquement la radiographie de profil. J'ai rajouté également la radiographie de face, qui est plus évidente. On a très clairement une zone condensée, qui est de type alvéolaire, qui est bien limitée par la scissure, qui est à contour net, avec un bronchogramme aérien, qui est situé dans le lobe inférieur droit. Donc comment est-ce qu'on dit lobe inférieur droit? On voit qu'en fait, cette opacité ne se confond pas avec le bord du cœur. Donc, si vous connaissez un petit peu le signe de la silhouette, c'est lorsque deux masses sont dans le même plan, leur contour s'annule, ne se voit pas. Là, si l'infection était dans le lobe moyen, qui est antérieur, elle serait au même niveau que le cœur, et donc elle effacerait le bord du cœur. Là, l'infection est postérieure par rapport au cœur, donc elle efface le bord droit du cœur, et ainsi on peut localiser l'infection dans le lobe inférieur droit. Ça tombe bien, c'est la localisation la plus fréquente d'une infection pulmonaire en raison de troubles. C'est une pneumopathie qui va être une pneumopathie d'inhalation, puisque la bronche souche droite est plus verticale que la bronche souche gauche, qui est plutôt horizontale. Donc en cas de trouble de déglutition ou d'inhalation, les germes vont aller directement dans la bronche souche droite et plutôt en déclive, en basale. Donc le traitement idée classique, c'est l'antibiothérapie. Là, on va mettre une biantibiothérapie par amoxicilline plus acide clévalénique. C'est l'augmentin pendant 10 jours. Ça va permettre de jouer à la fois sur le pneumocoque, mais également sur les germes anaérobies, donc, qui peuvent se trouver dans les pneumopathies d'inhalation. On va également favoriser de la kinésithérapie respiratoire, mettre de l'oxygène si besoin, et surveiller la patiente, à la fois cliniquement et radiologiquement. J'ai également mis qu'on corrigeait toutes les circonstances qui pouvaient favoriser des fausses routes ou des inhalations, donc des troubles neurodégénératifs, des troubles de la déglutition ou des fausses routes. Dans la question 5, on retrouve, donc Madame T a une sonde urinaire, on retrouve une leucocyturie, une bactériurie, mais qui sont significatifs, puisque les leucocytes sont supérieurs à 10 puissance 5 et les bactéries supérieures à 10 puissance 4. Cependant, la patiente n'a pas de fièvre, pas de symptômes d'irritation vésicale, donc on appelle ça une bactériurie asymptomatique. En cas de symptômes, on aurait appelé ça une cystite, bien sûr. Donc c'est une bactériurie asymptomatique. Et dans ce cas-là, il ne faut pas du tout traiter la patiente, il ne faut pas changer la sonde, il ne faut pas refaire de CBU. Les recommandations actuelles sont très claires là-dessus. Il ne faut pas faire de CBU sur des systématiques, sur une sonde urinaire, et il ne faut pas en tenir compte tant qu'il n'y a pas de symptômes. Donc tant qu'il n'y a pas de symptômes, on ne fait rien. En cas de symptômes, évidemment, on changera la sonde, on la mettra en culture, on traitera ou non la patiente par des antibiotiques, et on surveillera. Et pour l'instant, il n'aurait pas fallu faire de CBU en fait, à ce niveau-là. Je vous ai mis ensuite dans la réponse les mesures générales d'éviction des infections nosocomiales. Là encore, on a une conférence de consensus qui est très difficile à lire, parce que très pratique et on n'a pas beaucoup de mots-clés à se mettre sous la dent, sur l'éviction des infections nosocomiales en réanimation. Donc, notamment, il conseille de mettre des blocs de réanimation qui sont isolés les uns des autres, avec des chambres individuelles, un lave-bassin dans chaque chambre, un point d'eau dans chaque chambre, etc. Des mesures comme ça qui sont destinées à éviter les infections. Les mesures communes, en tout cas, à respecter, c'est la mise en place de protocoles de soins dans le service, avec des protocoles notamment de mise en place de matériel étranger, puisque c'est les matériels étrangers qui s'infectent le plus souvent, qui favorisent les infections nosocomiales. Donc notamment, il faut limiter la durée et les indications de tout ce qui est acte invasif, donc les sondages urinaires notamment, sondages vésicaux, les intubations orotrachéales ou les cathéters. En cas de mise en place d'un matériel étranger, il faut respecter des règles d'asepsie très strictes, avec une mise en place, une hygiène quasi chirurgicale. Il faut également, dans le cadre de la sonde urinaire, mettre un système clos, donc ne jamais ouvrir le système clos entre la sonde et le récepteur.
il faut favoriser des systèmes anti-reflux, il faut mettre la sonde, il faut mettre la poche en position déclive sans qu'elle traîne par terre, et il faut éviter tout ce qui est utilisation d'antiseptiques dans la poche, qui en fait ne servent à rien et favorisent l'émergence de souches résistantes. Donc j'ai mis d'autres choses dans la réponse, vous verrez. Il y a notamment la maîtrise de l'antibiothérapie et tout ce qui est déclaration au clin, qui sont très importantes pour lutter contre les infections nosocomiales. Dans la question 6, vous trouvez que Madame T est dénutrie. Donc c'est une personne âgée, elle est à l'hôpital, elle est très certainement effectivement dénutrie. Comment on va le mettre en évidence? Donc d'abord à l'interrogatoire, on va voir quels sont ses ingestats. On va quantifier les ingestats, c'est-à-dire la quantité de nourriture qu'elle prend et le type de nourriture qu'elle prend. On va faire un carnet prospectif où on va noter justement ce qu'elle a mangé, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle n'a pas mangé. On va évidemment peser la patiente. On va faire un questionnaire, le MNA, Mini Nutritional Assessment, pour savoir quel est son état de nutrition. On va faire une consultation avec une diététicienne. Et surtout, on va mesurer les équations de Harris et Benedict et l'index de Busby. Alors, l'équation de Harris et Benedict, c'est une équation qui est un peu compliquée, qui permet d'évaluer les besoins nutritionnels de base d'une personne, et donc ainsi de voir si elle est vraiment au-dessus ou en dessous de ses apports nutritionnels recommandés à l'état basal. L'index de Busby, c'est un index composite qui est à la fois clinique mais également biologique, puisqu'il y a l'albumine dedans, qui permet de savoir s'il y a une dénutrition ou pas. C'est un index qui est très reproductible et qui est très corrélé à la dénutrition du patient. Donc, un index intéressant. À l'examen clinique, donc, la taille, le poids, l'IMC bien sûr, la mesure de l'adiposité avec le pli cutané tricipital qui permet de mesurer la masse grasse, la mesure du périmètre brachial qui permet de mesurer la masse graisse, la masse maigre ou la masse musculaire. Et on peut également faire le tour de taille et le tour de hanche qui sont des bons indicateurs plutôt de l'obésité plutôt que de la dénutrition, mais on peut quand même le faire. Biologiquement, on fera évidemment l'albumine, qui est le principal marqueur de dénutrition. On fera également la préalbumine, ou la transthyrétine, qui en fait a une demi-vie plus courte que l'albumine. L'albumine, c'est 30 jours de demi-vie. La préalbumine, c'est quelques jours de demi-vie. Ça permet de suivre plus facilement l'évolution et l'état de dénutrition du patient. On dépistera les carences, une NFS, voir s'il y a une anémie, B9, B12 pour voir s'il y a une carence en folate ou en B12, un ionogramme sanguin avec le calcium, le phosphore, et enfin un TP-TCA pour vérifier s'il n'y a pas de carence en vitamine K. Je vous rappelle que la vitamine K, ça donne en cas de déficience des atteintes des voies de la coagulation. Donc il faudra rechercher tout ça. Alors j'avais une question concernant les équations de Harris et Benedict. Donc c'est un peu compliqué à apprendre, il ne faut pas les apprendre. Il faut juste savoir que c'est des équations qui permettent d'évaluer le bilan nutritionnel de base du patient, en fait les dépenses énergétiques de base du patient, afin de savoir si ses apports sont bien équilibrés ou pas. Alors j'avais aussi une question sur la question d'avant, qui était comment est-ce qu'on sait qu'il y a un bronchogramme aérien sur une radio? Je n'arrive jamais à les voir. En fait c'est facile, on a une zone qui est condensée, donc qui est très blanche, ça c'est l'infection, et au milieu on peut voir comme des images en rail qui correspondent aux bronches et qui sont silhouettées par l'opacité. En fait, on a l'opacité et au milieu, on a des petits traits aériques. C'est ça le bronchogramme aérien. Ça correspond à des bronches qui sont piégées à l'intérieur de la condensation mais qui ne sont pas atteintes. Et c'est un signe quasi pathognomonique d'infection de pneumonie, de pneumopathie. Et enfin, la dernière question, c'était les concepts de cascade et de pathologie masquante. Qu'est-ce que c'est? Alors la cascade, c'est pas très compliqué. C'est, chez la personne âgée, on a vu le modèle de bouchon. On a vu que chaque organe descendait, que le seuil de tolérance de chaque organe descendait. La pathologie en cascade, c'est en fait la décompensation de chaque fonction qui a un seuil critique avec, à l'origine, une seule perte de fonction. Par exemple, ici, j'avais mis un passage en ACFA, qui chez une personne normale, jeune, n'a aucune conséquence, mais chez une personne âgée qui va avoir une contractilité et une relaxation qui vont être diminuées, va induire une insuffisance cardiaque, donc un passage en OAP, mais également une hypovolémie relative, parce que le volume sanguin va être diminué par passage dans les alvéoles du liquide. Ça va induire une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et un surdosage en digoxine, puisque le patient, avec son AXFA, a probablement de la digoxine. Et donc,
le surdosage digoxine va donner un syndrome confusionnel. Donc on passe de l'ACFA à l'OAP, mais également insuffisance rénale et également confusion. Ça, c'est une cascade. Donc chaque pathologie entraînant en cascade la décompensation des autres organes. La pathologie masquante, c'est toute pathologie qui empêche le dépistage d'une maladie qui aurait dû être dépistée normalement. Par exemple, un patient qui a une coxarthrose sévère va arrêter de marcher et on ne saura jamais s'il a un engorge d'effort ou une claudication intermittente de la jambe à la marche. Donc sa coronaropathie en cas d'engorge d'effort ou son artériopathie oblitérante des membres inférieurs en cas de claudication va passer inaperçue. Et le jour où on traitera la coxarthrose, ou même en cas d'absence de traitement de la coxarthrose, on arrivera à une maladie coronarienne ou vasculaire très évoluée. C'est le concept de la pathologie masquante. Donc c'est la fin de la conférence. Encore une fois, je vous rappelle que la gériatrie, ce n'est pas très très compliqué. Alors c'est très vaste, il faut vraiment penser à tout. Les gériatres aiment bien tout ce qui est prise en charge globale du patient, l'entourage, la famille, l'autonomie. Mais il faut vraiment se souvenir que les mots-clés, c'est toujours les mêmes. C'est autonomie, c'est chute, c'est démence, c'est nutrition, etc. Donc vous ressortez toujours les mêmes mots-clés, vous prenez en charge le patient de la même façon, et normalement vous devriez arriver à avoir tous les points.